cours que je vais vous faire aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps d'y répondre. Malheureusement, n'auront pas les réponses. Les deux personnes qui m'ont écrit les dernières n'auront pas leurs réponses là. Il y en a une que j'ai commencé à envoyer. Et oui, l'arrière-plan, c'est pas mal. Ça fait un peu rêver. Je vais quand même envoyer à Victoire Ferrand le début de mes réponses. Voilà, pour les premiers points qu'elle avait soulevés. Et puis le dernier mail qui est arrivé cette nuit, je n'aurai pas eu le temps d'y répondre là. J'essaierai d'y répondre dans la journée. Mais j'aurai un autre contrôle à préparer pour vendredi. Et j'ai pas mal de réunions à préparer aussi. Donc, ça va être compliqué. Toujours est-il, aujourd'hui, on va finir le cours magistral. C'est le dernier cours magistral qu'on a ensemble. Hop, je vais... Bonjour monsieur. Du coup, oui. Est-ce qu'on aura le temps de vous poser des questions par rapport au... Aujourd'hui, là? Avant le contrôle, vous voulez dire? Oui. Ça va être chaud. Je vais essayer. D'accord. Ça va être chaud parce que je veux quand même vous faire un petit peu de base sur la génétique bactérienne, parce que normalement, vous auriez dû avoir 2 TD sur la génétique bactérienne et 2 cours magistraux. Et voilà. Donc, avec le retard qu'on a pris, avec tous ces petits CC, les questions, les réponses aux questions, etc., qui nous ont fait perdre pas mal de temps. Enfin, perdre, entre guillemets. Je ne pense pas que ce soit vraiment du temps perdu, mais ils nous ont fait nous décaler par rapport au programme. Ça sacrifie quand même une partie qui ne me semble pas complètement anecdotique. J'aimerais bien que vous ayez quand même, même si vous n'êtes pas évalué dessus, que vous ayez au moins quelques notions sur ce sujet, et que si vous entendez parler de transduction, vous sachiez ce que c'est, par exemple. Voilà. Allez. Donc, on va attaquer tout de suite le cours. J'ouvre le chat sur mon deuxième écran. Voilà. Okay. Oui, le contrôle, il est à 12h04. Ouais, chaque fois, c'est affiché. Quand vous allez voir sur la page de Moodle, ça vous met à quelle heure ça commence. Et vous aurez 12 minutes. Vous avez fait un petit peu plus longtemps. Non, alors vous avez les diapos de cette fin de cours. Vous n'avez pas encore les diapos de bactériaux parce que je les ai finis là, il y a 10 minutes. Donc, je n'ai pas eu le temps de les sauver, de vous les mettre encore en ligne. Mais je vous les mettrai en ligne. Et encore une fois, vous n'êtes pas évalué là-dessus, donc c'est un peu moins critique. Alors, donc, nous sommes le 15 avril 2021. Et on avait parlé lundi des maladies à triplet, des maladies impliquant la bêta-hémoglobine. Alors, vous n'avez pas eu de commentaire de M. Supleski qui gère le CC, mais oui, effectivement, ce sera un CC lundi. Je sais, ouais, c'est un QCM, exactement, et il est en train de travailler dessus, donc je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. Alors, c'est un QCM qui durera probablement plutôt 1 heure. Donc, il sera un format plus long avec des choses à faire de votre côté pour trouver les solutions. Mais bon, il va vous expliquer un peu plus. Je pense que ça sera un peu plus tourné vers ce qui se fait. Il y aura à la fois une partie court et à la fois une partie qui se rapproche un peu plus de ce qui se fait en télé. Ok. Alors, j'attaque donc la dernière partie de ce cours sur les maladies génétiques humaines avec différents cas qu'on n'a pas pu observer avec les exemples sur les maladies à triplet et les maladies impliquant la bêta-hémoglobine. Notamment, on peut illustrer avec l'hypercholestérolémie familiale l'haplo-insuffisance qui entraîne une codominance. Codominance, c'est-à-dire que quand on peut traduire ça comme de la dominance ou de la codominance, voilà. Quand on a un allèle muté, on a un phénotype, et quand on a les 2 allèles mutés, on a un phénotype plus grave. Donc, en fait, c'est intermédiaire en n'ayant qu'un seul allèle muté. C'est ce qu'on peut appeler de la codominance. Donc, là, il s'agit de mutations dans le récepteur au LDL. Vous connaissez les récepteurs LDL, vous avez vu ça en biologie cellulaire, normalement. Donc, ces récepteurs, ils permettent de fixer des particules qui sont les LDL, Low Density Lipoprotein. Vous en avez une qui est représentée ici, avec l'apolipoprotéine B100 ou l'apolipoprotéine B100, des phospholipides, notamment du cholestérol, et à l'intérieur, des esters de cholestérol qui permettent donc le transport du cholestérol dans le sang et la livraison aux cellules. Donc on a cette apolipoprotéine B qui va être
très importante dans la liaison entre le LDL et le récepteur au LDL, qui s'appelle LDLR. Et on a d'autres protéines qui interviennent dans ce système, la proprotéine convertase subtilisine kexine de type 9, joli nom à rallonge, qui contrôle la quantité de récepteurs au LDL à la surface de la cellule, et puis le LDLR AP1, qui contrôle l'interaction entre ce récepteur et les puits de clatrine qui vont permettre l'invagination, donc de récupérer ce cholestérol au travers des lysosomes. Et on va avoir des formes donc récessives qui vont être dues à des formes tronquées de cette protéine qui vont être observées. En fait, il y a plein de mutations du récepteur au LDL du gène codant le récepteur au LDL qui ont été décrites, des mutations qui ont été réparties en 5 classes en fonction de leur impact. Classe 1, pas de synthèse, donc des mutations nulles, amorphes. Des classes 2, un défaut de transport du RE vers l'appareil de Golgi. Classe 3, un défaut de liaison au LDL. Classe 4, un défaut dans la formation des puits de clatrine, donc dans le recrutement notamment du partenaire. Et des classes 5, où on a un défaut de recyclage à la membrane du récepteur. Okay, donc des mutations qui ont des impacts différents. Okay, et tout ça, ça conduit donc à cet effet de codominance, quelque chose qu'on n'avait pas encore mentionné. Deuxième exemple qu'on n'a pas cité encore et qui est quand même assez important, qui concerne un peu tout le monde, et ça va vous intéresser, je pense, parce que vous connaissez forcément des gens qui ont un cancer, vous connaîtrez forcément des gens qui ont un cancer, voire vous aurez probablement, enfin peut-être un cancer si vous avez la chance de vivre assez longtemps pour. Qu'est-ce qui se passe chez les gens qui ont un cancer? Généralement, on a des mutations dans certains gènes, notamment des gènes qui sont haplosuffisants, c'est-à-dire pour lesquels avoir une seule copie n'induit aucun problème. Mais dès qu'on a deux mutations dans ce même gène, il va y avoir promotion du développement de la tumeur. Et en pratique, il n'y a pas un seul gène qui est responsable de l'apparition d'un cancer. Il faut plusieurs gènes mutés, des oncogènes et des anti-oncogènes, des oncosuppresseurs. Voilà. Mais bon, peu importe. Imaginons, on s'intéresse au gène P53 ou au gène BRCA1. Voilà. P53, il est muté dans 50% des cancers, un peu plus. Donc, si vous partez avec un capital génétique où vous avez vos 2 allèles qui sont sauvages, dans certaines de vos cellules, il va y avoir apparition de mutation. C'est le trait bleu qu'on voit apparaître là. Et il faut que dans le même lignage de cette cellule, donc cette cellule qui a vu une mutation de P53 apparaître, elle va faire des mitoses. Et si dans ce lignage-là, on a une deuxième mutation qui touche l'autre allèle de P53, on va pouvoir avoir une perte complète de fonction de P53 ou forte en tout cas, qui va promouvoir le développement de la tumeur. P53 étant impliqué dans la mort cellulaire, dans le contrôle du cycle cellulaire, dans le contrôle de l'autophagie, dans le contrôle de tout un tas de phénomènes qui sont impliqués dans le développement de la tumeur. Mais quelqu'un qui part avec un potentiel génétique de départ où il porte déjà une mutation dans toutes ces cellules, il suffit d'une seule mutation sur l'autre allèle, perte de fonction, ou dominant négatif, puisqu'il y a pas mal de mutations dominant négatif pour P53, mais bon, pour qu'on ait développement de la tumeur. Donc vous voyez que là, la fréquence de développement de cancer est largement augmentée par le fait qu'il suffit d'une seule mutation. Donc imaginons la fréquence de la mutation dans ce gène, elle est chez un individu de, je vais dire un chiffre au hasard parce que je ne le connais pas, 1 sur 1000. La probabilité d'avoir les 2 allèles qui sont mutés, c'est 1 sur 1000 fois 1 sur 1000, c'est-à-dire une chance sur 1 million. Chance entre guillemets. Okay. Le risque, c'est 1 sur 1 million d'avoir les 2 copies de P53 mutées. Donc, c'est faible. Par contre, si vous partez avec un allèle déjà muté, c'est plus qu'une chance sur 1000. Donc, vous risquez de développer de nombreux cancers. Okay. Au lieu d'en faire 1 ou 2 dans votre vie, ou 0, vous risquez d'en avoir 3, 4, 5, etc. Donc, voilà à quoi correspond cette prédisposition au cancer due à des mutations. Et ce qui est le mieux étudié, c'est probablement ce qui arrive dans le cas du cancer du sein. Vous en avez probablement entendu parler. Avec les mutations dans les gènes BRCA pour breast cancer,
breast, c'est la poitrine, hein, et cancer, donc cancer du sein. Et il y a 2 gènes, BRCA1 et BRCA2. Et là, on vous met les fréquences de cancer chez les porteurs de mutations des gènes BRCA ou chez les non dans la population générale, donc ceux qui partent avec 2 allèles sauvages. Et vous voyez la différence, à l'âge de 50 ans, les gens qui sont mutés dans BRCA1 ou BRCA2 de manière congénitale, donc à la naissance, ils ont entre une chance sur 3 et une chance sur 2 d'avoir un cancer du sein avant 50 ans, alors que c'est 2% dans la population générale, ce qui est déjà beaucoup, 2%. Mais bon. À l'âge de 70 ans, c'est entre 56 et 87% au lieu de 7%. Et pour les cancers de l'ovaire, avant l'âge de 70 ans, c'est moins de 2% dans la population générale et aux alentours d'un tiers des patientes qui peuvent avoir un cancer ovarien. Donc vous voyez que c'est extrêmement élevé. D'où le suivi particulier des femmes qui sont concernées. Il y a même des cancers chez des hommes, hein, des cancers du sein chez les hommes qui sont mutés dans BRCA1 et BRCA2, donc il y a aussi un suivi pour ces hommes. Et voilà, donc ça c'est un des meilleurs exemples de mutation où on a beau avoir une haplosuffisance, une seule copie est suffisante pour avoir un phénotype sauvage, pour ne pas être malade en l'occurrence, mais on va avoir une transmission dominante avec une pénétrance incomplète. Autrement dit, normalement, dans un mode de transmission dominant, chaque personne malade a un parent malade, ben là, il va y avoir des exceptions. Okay. Donc, par exemple, vous voyez ici, cette femme, elle a un cancer à l'âge de 42 ans, elle a une fille. Quel est le risque que sa fille ait cette pathologie? Ben, une chance sur 2. Il va falloir faire un suivi très profond si elle est porteuse de la mutation. Donc, on va aller faire un séquençage de la mutation chez la fille. Et vous voyez là, cet individu-là, cette femme, elle a hérité de la mutation de son père qui, lui, n'a pas eu de cancer. Okay, parce que, évidemment, chez l'homme, ça arrive beaucoup moins fréquemment. Donc, on a une pénétrance incomplète. L'homme, il est porteur de la mutation, mais il n'a pas de cancer du sein. Cancer des ovaires, c'est évident qu'il ne puisse pas en avoir, mais bon. Voilà, donc ça représente ces mutations de BRCA1 et 2, 5 à 10% des cancers du sein et 10 à 15% des cancers ovariens. Donc voilà, c'est quand même relativement important. Il y a d'autres maladies, hein, par exemple ma femme qui est kiné, elle s'interrogeait sur une famille où ils ont beaucoup de pieds-bots. Et effectivement, il y a des formes de pieds-bots aussi qui sont transmises avec un mode de dominance avec une pénétrance incomplète, puisqu'on parlait lundi de la fréquence et de ces phénomènes de pénétrance incomplète. C'est quand même quelque chose qui existe relativement fréquemment. Ce n'est pas le plus fréquent, mais ça arrive. Alors, troisième exemple que je voulais citer aujourd'hui, la mucoviscidose. Pareil, vous connaissez cette maladie. Cette mucoviscidose, elle va toucher tout un tas de tissus, notamment les tissus qui vont sécréter des fluides, donc les organes génitaux, avec une stérilité chez l'homme et chez la femme qui est partielle. Les intestins, avec des problèmes d'obstruction intestinale, qui peuvent être dangereux, hein, c'est pas à négliger. Le pancréas, avec des problèmes de douleur, d'inflammation, de diarrhée. Le foie, avec un mauvais fonctionnement de cet organe. Évidemment, les poumons, puisque c'est pour ça que la pathologie est connue. Et puis, même la peau, avec la sueur qui va être 3 à 5 fois plus salée, c'est même comme ça qu'on teste chez les nouveau-nés s'ils sont porteurs de la mucoviscidose. Ok. Le test de la sueur. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Sinon, vous aurez l'occasion d'en entendre parler probablement au cours de votre vie. Alors, la mucoviscidose, elle a une fréquence de une personne sur 25, soit 4% des individus. Hein. Donc, c'est la même chez les hommes et chez les femmes. Et il n'y a pas de liaison au sexe. Hein. Les enfants peuvent être malades. Donc, du coup, comme vous l'aurez compris, il y a un quart des enfants qui sont malades et la moitié qui sont porteurs sains. Donc, ça veut dire que c'est un mode de transmission récessif. Donc, il faut que les 2 parents soient porteurs sains pour avoir le risque d'avoir un enfant malade. Cette mucoviscidose, c'est dû à une perte de fonction génique, en l'occurrence la perte de fonction au niveau d'un canal chlore, une
mutation dans le gène codant CFTR, parce que la mucoviscidose, en anglais, ça se dit cystic fibrosis, donc la fibrose cystique, donc CF, cystic fibrosis. Et donc, cette pathologie, elle est transmise, comme on vient de le voir, sur un mode récessif. Dernier cas que je voulais citer, l'hyperaldostéronisme familial de type 1, encore un truc difficile à dire, qui est une maladie assez rare, qui est due en fait à un crossing over qui va être non égal, inégal, c'est-à-dire qu'on a deux gènes qui sont qui ont été produits au cours de l'évolution par duplication, donc CYP11B2 et CYP11B1, qui se ressemblent beaucoup, hein, leur séquence est identique à 95% dans les exons et à 90% dans les introns. Donc ils se ressemblent vraiment beaucoup. Le premier, il code l'aldostérone synthétase et le deuxième, la 11-bêta hydroxylase. Et quand on a ce crossing over inégal, ce qui va se passer, ce crossing over, il va entraîner une fusion entre un fragment de CYP11B2 et un fragment de CYP11B1, ce qui va générer l'allèle qui est en bas, d'un côté, et puis de l'autre côté, on va avoir, si vous suivez ma flèche, là, vous allez voir, on va avoir une copie sauvage de CYP11B2, puis une fusion entre CYP11B1 et CYP11B2, et une copie sauvage de CYP11B1. C'est le cas du haut. Et en fonction de l'allèle hérité par le descendant, on va avoir un mode de transmission qui va être dominant, avec une expression constitutive en fait du produit de fusion des gènes. C'est-à-dire constitutif, c'est-à-dire tout le temps, sans régulation. Et puis, au contraire, la copie qui est en bas, on va avoir un phénotype de type récessif, enfin, transmis de manière récessive. C'est-à-dire le phénotype associé à cet allèle, il est récessif par rapport au phénotype sauvage, pour le dire clairement. Donc voilà où on trouve ces deux enzymes. Donc la 11-bêta-hydroxylase, elle est là. L'aldostérone synthase ou synthétase, elle est ici. Et vous voyez qu'elle participe à fabriquer le cortisol, la corticostérone et l'aldostérone. Donc on va se focaliser sur l'hyperaldostéronisme familial de type 1. Donc là, c'est le gain de fonction génique, gain de fonction par une expression constitutive, qui va conduire à la pathologie qui sera transmise suivant un mode dominant. Donc, si je reprends un peu le tableau, et ce sera la fin de ce cours, avant d'enchaîner sur la génétique bactérienne, si je reprends ce tableau, qu'est-ce qu'on voit? On a des gains de fonction qui peuvent être des gains de fonction géniques qui peuvent être transmis suivant un mode récessif. Okay, la drépanocytose, par un effet de dilution de l'hémoglobine mutée. Une perte de fonction génique qui peut être transmise, qui peut entraîner un phénotype qui est transmis suivant un mode récessif, comme avec la bêta-thalassémie par exemple. On a une compensation allélique, c'est-à-dire que l'allèle sauvage va être surexprimé et ça va permettre de compenser partiellement ou totalement la déficience de l'allèle muté. On a la mucoviscidose qu'on vient de voir là, où on a une haplosuffisance, c'est-à-dire avoir 50% de copies sauvages, c'est suffisant pour avoir un phénotype sain. On a maintenant aussi le gain de fonction génique qui entraîne un phénotype transmis de manière dominante, avec les anémies hémolytiques dans lesquelles l'hémoglobine est instable et va entraîner la lyse cellulaire. On a les maladies à polyglutamine telles que la maladie de Huntington, la dystrophie myotonique, vous vous souvenez, qui fixait un facteur d'épissage essentiel pour un autre transcrit qui n'était pas muté lui, mais qui codait une protéine impliquée dans la contraction musculaire. Donc là, on a dans ces deux cas un produit qui est toxique, l'ARN messager dans la dystrophie myotonique ou la protéine qui forme des agrégats dans les maladies à polyglutamine comme la maladie de Huntington. Et donc cette molécule toxique, elle a un effet dominant négatif, elle va aller inhiber l'effet va empêcher l'action normale aussi de la copie sauvage du gène.
Donc, on aura un mode de transmission donc dominant, comme on le disait. Et puis là, on vient de voir l'hyperaldostéronémie, où un gain de fonction génique va, par surproduction, entraîner ce phénotype qui sera dominant, qui sera transmis de manière dominante. On a à côté de ça la dernière case qu'on va remplir avec la perte de fonction génique qui entraîne un effet dominant, comme avec l'hypercholestérolémie familiale, donc les mutations du récepteur LDL, le syndrome de l'X fragile aussi, où l'allèle normal ne compense pas la déficience de l'allèle muté, donc c'est une haplo-insuffisance. Okay, avoir 50% d'activité n'est pas suffisant. Et puis, le dernier cas, un peu particulier, le cas des cancers héréditaires, notamment du sein, où l'allèle normal est haplosuffisant, mais une mutation somatique, donc en dehors de la lignée germinale, va entraîner la perte de fonction totale dans des sous-clones cellulaires et permettre l'apparition de cancer. Donc ça, c'est un tableau qui est, je pense, assez important pour bien vous resituer le fait que, attention, un gain de fonction génique, ça peut être transmis par différents modes, suivant différents modes, récessifs ou dominants, et pareil pour une perte de fonction génique, alors que assez classiquement, on part de l'idée, tiens, si j'ai une délétion, c'est une perte de fonction totale, mais je vais faire de la complémentation fonctionnelle et ça va être suffisant pour compenser, hein, parce qu'on a vu ce TCF et ça influe beaucoup sur notre analyse. Ça reste un cas général. Heureusement, la plupart de nos gènes sont haplosuffisants. Donc, ça reste le cas le plus général. Et les gains de fonction ont souvent un effet dominant. Hein, vous voyez, j'ai plus d'exemples ici. Hein. Mais c'est une règle générale, ça n'est pas une règle totale. Hein. Il faut faire attention à ça. Alors, 11h25, je vais entamer la partie bactériaux et je vais essayer de vous garder quelques minutes pour les questions. Alors, au niveau génétique bactérienne, donc ça s'inspire du cours que faisait mon collègue et prédécesseur Guillaume Sapriel, qui le faisait jusqu'à l'année dernière. Je vais vous parler de quelques petites généralités et du transfert vertical, puis de 3 modes de transfert horizontal qui ont été identifiés chez les bactéries, la transformation, la conjugaison et la transduction. Donc déjà, pour vous resituer, hein, les bactéries, c'est ce que vous voyez ici. Donc c'est une grosse partie du vivant qu'on étudie quand même beaucoup moins que les eucaryotes parce qu'ils ont l'inconvénient de ne pas nous ressembler. Donc les eucaryotes, donc les cellules qui ont un noyau, hein, qui ont des organites, se distinguent des bactéries par cette spécificité. Les bactéries se distinguent des archées parce qu'elles ont pas mal de différences évolutives, et puis elles vivent souvent dans des milieux différents. Et puis les bactéries, elles se distinguent des virus par le fait qu'elles sont vivantes, c'est-à-dire qu'elles sont capables de se multiplier par elles-mêmes. Hein, ce sont des organismes vivants qui n'ont pas besoin d'infecter un autre organisme pour se multiplier. On les cultive sur milieu liquide ou solide, on en avait déjà parlé, hein, donc généralement sur du milieu LB pour l'urea brose, liquide ou solide, et puis voilà à quoi ça ressemble, les colonies bactériennes. Le milieu minimum qu'on va utiliser pour des souches prototrophes, c'est-à-dire qui n'ont pas d'oxotrophie, qui n'ont pas besoin d'addition de quelque chose de particulier dans leur milieu. Ça va être nos souches qu'on va considérer comme sauvages. On leur donne une source de carbone, souvent du glucose, une source minérale d'azote, du phosphore, du calcium, du magnésium, du soufre, du fer, des oligo-éléments. Et puis on a aussi du milieu complet, qui est du milieu minimum, auquel on a additionné un mélange d'acides aminés, de tous les acides aminés dont les bactéries peuvent avoir besoin. Ok. Et donc, je vous ai précisé ici, hein, les souches oxotrophes, par opposition aux prototrophes, requièrent l'addition d'un ou plusieurs acides aminés ou d'autres composés au milieu minimum pour pouvoir croître. Alors, voilà à quoi ressemble le chromosome bactérien. Ici, je vous ai représenté à côté un plasmide. Donc ici, vous avez l'origine de réplication, oricée, la terminaison de réplication. Et puis, vous avez différents gènes qui sont situés ici. Donc, vous pouvez trouver ARA-D, LAC-Z, dont vous avez déjà entendu parler, TRIP-E pour tryptophane E. Vous voyez, vous pouvez déjà un peu deviner à quoi peuvent servir certains de ces gènes.
le génome, il est, hop, je vais tout faire apparaître, ah ben non, je ne l'ai pas mis là, il est haploïde, hein, donc le chromosome, il porte l'ensemble des gènes essentiels à la survie de la bactérie et des gènes qui ne sont pas essentiels, les plasmides, eux, portent des gènes non indispensables à la survie de la bactérie. Et comme le génome il est haploïde, ben, on n'a pas de relation dominance-récessivité, sauf, on en reparlera sur la fin, en cas de diploïdie partielle qui est apportée par un plasmide. Le transfert de l'information génétique est vertical, okay, il n'y a pas de brassage génétique, il n'y a pas de reproduction sexuée en tant que telle, on va voir que c'est un peu plus compliqué que ça. Donc il y a réplication de l'ADN et puis division de la cellule, et puis on obtient 2 cellules filles clonales, un peu comme dans une mitose. Okay, ça ressemble à des mitoses. En fait, c'est un organisme qui ne fait pas de méiose. Il n'y a pas de brassage génétique. Première exception à cette transmission verticale, la transformation qui a été détectée, enfin identifiée en 1928 par Frédéric Griffith, qui, en étudiant des bactéries, 2 souches de bactéries, des bactéries dites S pour smooth, ça veut dire lisse, qui sont virulentes, et des bactéries R pour rough, rugueuses, a pu montrer que quand on injectait ces 2 souches de bactéries, on avait des résultats, à des souris, on avait des résultats différents. Seules les bactéries S étaient mortelles pour la souris et pas les bactéries R. D'où le fait de dire que les bactéries S sont virulentes. Et ce qu'il a pu observer, c'est qu'en chauffant les bactéries, les bactéries S, il pouvait les injecter ensuite, il les avait tuées et du coup, la souris n'avait pas de problème. Ce qui est amusant, c'est cette 4e condition, où en fait, il chauffe ces bactéries S et il co-injecte ces bactéries tuées à des bactéries R. Et là, qu'est-ce qu'il observe? Que les souris meurent. Alors là, grand mystère. En gros, les bactéries S, qui sont mortes, transmettent leurs propriétés aux bactéries R. C'est ce qu'il a appelé le principe transformant. Alors, il a fait ensuite des expériences de fractionnement en sélectionnant la fraction protéasique, la fraction... une fraction sans protéines, pardon, une fraction dans laquelle il a mis des protéases pour éliminer les protéines, une fraction dans laquelle il a mis des RNases pour éliminer les ARN, et puis une dernière où il a mis une DNase pour éliminer l'ADN. Et il voit que le seul moyen de supprimer l'effet de cet extrait de cellules S mortes, c'est d'éliminer l'ADN. Et ça suffit pour que les bactéries de type R ne soient plus toxiques pour les souris, ne soient plus mortelles pour les souris. Donc il en conclut que la fraction active, et là je cite, consiste principalement, sinon uniquement, en une forme visqueuse, hautement polymérisée d'acide désoxyribonucléique. Autrement dit, l'ADN est le support physique de l'information génique. Et c'est ça une des informations importantes de cette expérience, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Mais il montre aussi que dans certaines conditions, l'ADN nu peut entrer dans les bactéries et transmettre une information génétique. C'est ce qu'on appelle donc la transformation bactérienne. Donc c'est tout simplement que les bactéries sont capables, dans certaines conditions, de récupérer de l'ADN qui est environnant. Alors cette transformation, elle est restreinte à quelques espèces bactériennes, hein, ça ne marche pas avec toutes les espèces. Ça ne permet qu'un transfert très succinct de l'information génétique, moins de 20% du génome bactérien, ce qui peut être suffisant sur la masse de bactéries. Quand il y a des milliards de bactéries, c'est largement suffisant s'il y a des fragments qui permettent une résistance à un antibiotique, par exemple. Et la fréquence de transfert est comprise entre 10-4 et 10-6. L'application biotechnologique à ça, c'est la transformation plasmidique qu'on utilise, et comme vous l'avez vu en BI 440 notamment. C'est l'utilisation de plasmides pour donc, tester les fonctions d'un gène, pour faire des diploïdes partiels, et ce qui permet notamment de faire des tests de complémentation fonctionnelle chez la bactérie. Hein, on va avoir un mutant et puis on va réintroduire, grâce à un plasmide, une copie sauvage et vérifier que ça complémente la fonction mutée. Donc, ça permet de faire plein d'autres choses, mais voilà, ça fait partie des applications possibles. Deuxième mode de transmission horizontale, la conjugaison bactérienne. Alors là, les résultats vont venir un peu plus tard. C'est en 1947 que Tatum et Lederberg vont faire une expérience clé où ils vont mélanger 2 souches qui sont auxotrophes pour plusieurs composés distincts, dont la souche A qui est MET-, biotine-,
la souche B qui est tréonine moins, leucine moins, tréonine moins. Je me suis trompé, excusez-moi. C'était pas tréonine, j'ai bugué en notant, c'était une troisième, ça devait être tryptophane moins. Mais bon, c'est pas grave, peu importe. En fait, il y a plusieurs, il y a comme ça 5 sites, enfin 5 oxotrophies avec ces deux souches, quoi. Et il met en présence ces deux souches ensemble et il s'aperçoit que à une fréquence d'environ 10-6, donc une cellule sur 1 million, se retrouve à être capable de former une colonie. Donc, ça veut dire qu'on a 2 oxotrophies ou 3 oxotrophies qui ont disparu dans une cellule sur 1 million, ce qui est énorme. Parce que la fréquence spontanée de mutance, si vous vous rappelez, elle est beaucoup plus faible que ça. C'est plutôt d'ici une chance sur 100 millions qu'une chance sur 1 million. Et là, on n'a pas, pour avoir 2 oxotrophies qui disparaissent d'un coup, si c'est dû à 2 gènes différents, eh ben, ça devrait être 1 sur 1 million fois 1 sur 1 million, donc 1 sur 1000 milliards. Okay, ça devrait être 10 puissance moins 12 la fréquence de ces colonies. Or là, c'est 10 moins 6. Donc, leur hypothèse, c'est qu'il y a recombinaison de caractères. Alors, caractères entre guillemets, hein, c'est plus comme ça qu'on parle. Il y a recombinaison entre les deux souches initiales, ce qui conduit à un brassage des phénotypes, on va dire, ou des allèles par échange génétique entre souches. Alors, le milieu de sélection, là, c'est du milieu minimum, hein, qui est ici. Puisque là, les colonies qu'on récupère, elles sont prototrophes. Donc là, les deux milieux au départ, c'est un milieu qui est avec un milieu minimum additionné de méthionine et de biotine, et là, de tréonine, de leucine et de tryptophane. Et là, le milieu au milieu, le milieu solide, là, c'est un milieu riche, et le milieu solide ici, c'est un milieu minimum. Alors non, on n'a pas de bactéries de zen, les bactéries, elles restent un N. Il n'y a pas de fusion comme ça de bactéries. C'est ça qui est étonnant. Alors, les expériences vont avancer un peu plus, ils vont mettre un filtre qui va empêcher le passage des bactéries. Seul le liquide pourra passer. Et là, ben, ils ont plus ces recombinants qui apparaissent. Donc, avec cette expérience, ils montrent quoi? Ils montrent que l'apparition de recombinants requiert un contact physique. Hein. Si vous séparez les souches, la souche A et la souche B, ben, on n'a pas... on a du liquide qui peut passer, hein, parce qu'ils mettent de la pression là, ou ils aspirent là, de manière à entraîner, ici c'est poreux, de manière à entraîner un mouvement de liquide s'il y a des choses qui sont à l'extérieur des cellules pour que ça puisse passer, mais non, il n'y a pas d'apparition de recombinants. Et en fait, on va pouvoir observer par microscopie électronique l'apparition de ce qu'on appelle un pilus conjugatif, un pont cytoplasmique entre deux cellules. Ce pont, il va se rétracter, approcher les deux cellules au contact l'une de l'autre, et il va permettre le transfert de matériel génétique d'une cellule à l'autre. Alors, pas entre n'importe quelle cellule. En fait, ce que vont montrer Lederberg, alors c'est Joshua Lederberg, alors je ne sais plus, je crois que c'était Giovanni Cavalli et la femme de M. Lederberg, dont j'ai oublié le nom, vous m'excuserez, c'est qu'il existe un facteur de fertilité qu'ils vont appeler F. Ils vont parler de sexualité bactérienne, hein, d'ailleurs, dans le titre de leur article. Ce facteur F, il est transmissible de souches qui sont dites F+, parce qu'elles sont porteuses de ce facteur F, vers les souches F-. Donc en gros, ici, j'ai une souche F+, là une F-. La F+, elle a des pili qui lui permettent d'accrocher les cellules F- et de transmettre ce facteur F. Okay. Une copie du facteur F restant dans la cellule donneuse. Okay, donc on a une cellule donneuse et une cellule réceptrice. Oui, je vous écoute. Vous disiez conjugaison bactérienne, elle est sexuelle ici? Alors c'est assimilé à de la sexualité et F+ serait le mâle et F- serait la femelle, si vous voulez. C'est comme ça que ça a été interprété à l'époque. Maintenant, c'est un peu difficile de parler de sexualité quand même. Enfin, je trouve que c'est un peu limite, quoi. Mais bon. Ça répond à votre question? Ouais. Okay. Oui, merci beaucoup.
Ok. Ce facteur F, on dit que c'est un plasmide conjugatif parce qu'il permet d'assurer à lui seul son transfert par conjugaison. Okay. Donc, vous avez les mots-clés comme ça hein, qui sont en bleu chaque fois. Et de manière intéressante, ils vont observer dans leurs expériences l'apparition de certaines souches qui vont avoir un très fort taux de recombinaison. Normalement, c'est aux alentours de 10-6, 10-7, et ils vont l'observer qui ont une fréquence de 10-4 de transfert. Ils vont isoler les souches qui sont à l'origine de cette forte fréquence de recombinaison, qu'ils vont appeler HFR pour haute fréquence de recombinaison. Et ils vont comme ça observer que des transferts comme ça entre souches. Bon, peu importe l'expérience là, on s'en moque un peu. Ces souches HFR, en fait, ils vont réussir à les caractériser au niveau moléculaire et on va s'apercevoir qu'en fait, il s'agit de souches qui ont intégré le plasmide, qui s'appelle aussi un épisome F, donc ce facteur de fertilité, il s'est inséré dans le génome de la bactérie. Donc ce facteur F, cet épisome, il est capable de s'intégrer au chromosome. C'est pour ça qu'on l'appelle l'épisome d'ailleurs. Il a d'autres propriétés. Il code les gènes qui vont être nécessaires à la formation du pili, notamment. Excusez-moi. Ouais. Je vous interromps à nouveau. Ouais. Vous avez dit F+, c'est femelle ou mâle? Non, c'est plutôt le mâle, parce que c'est lui qui transmet à la femelle. D'accord. Okay. D'accord, merci. Comme une prise mâle avec une prise femelle, si vous voulez. Ok, merci. Donc, ce qu'on voit ici, c'est cet épisome, ce facteur F. Vous voyez qu'il a des séquences ici qu'on appelle les séquences d'insertion, donc en anglais insertion site ou insertion sequence, qui correspondent à des séquences inversées qui contiennent en leur milieu un gène codant une transposase. Une transposase, c'est une enzyme qui va être capable de reconnaître ces séquences, de cliver ces séquences et de permettre leur insertion dans un autre site d'insertion, dans un autre site qui ressemble. Okay, c'est ce qu'on voit ici. Donc, grâce à cette transposase, il va y avoir recombinaison dans un site homologue, donc qui ressemble au niveau de sa séquence, dans le chromosome bactérien. Okay. Donc, ça, il va y avoir recombinaison. Donc, si je suis ce qui se passe quand il y a l'événement de recombinaison, j'ai mon chromosome, je rentre dans la séquence IS, je passe sur l'épisome, j'arrive à la sortie au niveau des séquences répétées ici, et je repasse là. Okay, et donc, mon épisome est intégré dans le chromosome. Ce facteur F, il permet donc la biosynthèse de 2 à 3 pilis sexuels par cellule, l'insertion chromosomique de lui-même et sa mobilisation, c'est-à-dire son transfert, vers des bactéries réceptrices F-. Okay, c'est ce qu'on voit ici. En gros, quand un pont s'est créé et que les deux cellules se retrouvent à proximité, il va y avoir un pore qui va se créer et une copie de l'ADN, un brin de l'ADN plus exactement, va être coupé et va débuter à partir d'un site précis qu'on appelle l'origine de transfert, ORIT. Il va débuter son transfert dans la cellule voisine. Ok, c'est exactement le même schéma que j'ai remis plus haut et on fait la suite. Ce brin, il va arriver donc dans la cellule voisine. Il va y avoir des mécanismes de réparation qui vont permettre de corriger ce qui s'est passé dans la cellule donneuse, la cellule HFR. Et puis, on va avoir copie d'un deuxième brin okay, de ce qui a été envoyé dans la cellule réceptrice. Et des crossing over vont pouvoir intervenir au niveau des sites homologues, des régions homologues, qui vont permettre, comme ça, d'introduire des changements dans la séquence du chromosome de la cellule réceptrice en fonction de ce qu'il y avait dans le génome de la cellule donneuse. Okay. Autrement dit, ici, la cellule réceptrice, elle avait les allèles A', B', C' des gènes A, B, C, et elle peut récupérer les allèles A, B et C de la souche HFR par recombinaison au site homologue. Okay. Alors, cette conjugaison, du coup, elle permet de faire plein de sortes de modifications.
selon la position des crossing over, on va avoir des recombinants qui vont avoir différentes combinaisons alléliques. Donc vous avez ici l'exemple. En bleu ciel, enfin en turquoise, vous avez le chromosome de la cellule F-. Et puis en bleu, ce qui est apporté grâce à l'épisome, au facteur F, comme allèle venant de la souche HFR. Donc, par exemple, si ma souche F-, la réceptrice était meth-, arginine-, le moins, je vais pouvoir récupérer, en fonction de où ont lieu les crossing over, des le plus arginine moins, meth-, des le plus arginine plus meth-, des le plus arginine plus meth+, des le plus arginine moins, meth+, etc. Et en fait, plus un locus est éloigné de cette origine de transfert, moins il sera transféré. Si je reviens ici, si l'origine de transfert elle est ici, un locus comme A, il va être transféré très fréquemment, mais un locus comme D sera beaucoup moins transféré parce qu'il faudra que le transfert soit ininterrompu jusqu'à ce qu'il soit transféré, jusqu'à ce que D soit transféré. Et en fait, ce transfert complet, il peut intervenir, mais pas toujours. Et c'est ce qu'ont montré Jacob et Volman. Je vais revenir sur vos questions après. Ils ont fait des expériences d'interruption de la conjugaison en agitant les tubes, du coup en cassant physiquement ces interactions. Et vous voyez, on voit l'apparition au cours du temps, donc il casse au bout d'1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 12 minutes, 20 minutes, etc. Et on voit l'apparition des différents phénotypes chez la bactérie F-, soit du phénotype Gal+, soit du phénotype Lac+, soit alors je ne sais pas ce que c'est, T, soit de la résistance à une molécule qui est l'azithromycine, il me semble. Je ne veux pas mettre ma main à couper. Mais voilà. Et vous voyez que il y en a qui commencent à être qui sont transférés très précocement. Très précocement. Au bout d'un moment, ils sont toujours transférés. D'autres, ils mettent un peu plus longtemps, etc. Puis il y en a, on n'arrivera jamais à les transférer complètement parce qu'en 60 minutes, on n'aura pas le temps d'avoir tout transféré. Ce qui est important, c'est qu'à partir d'une même souche HFR qui a une origine de transfert précise, on aura toujours le même ordre d'apparition des gènes transférés. Et en 100 minutes, on peut réussir à tout transférer, à transférer tout le génome, s'il n'y a pas eu de cassure du transfert pendant ce temps-là. Donc à partir de souches HFR qui ont une insertion de l'épisome F à différents sites dans le génome, on a pu comme ça faire une cartographie complète du génome d'Escherichia coli. Vous voyez ici, l'origine du transfert, elle est là, donc on va transférer d'abord ce gène-là, puis celui-ci, puis celui-là, puis celui-là, puis celui-là, puis celui-là, puis celui-là. À partir de celle-ci, le sens de transfert est dans l'autre sens, donc on va commencer par celui-là, ici, celui-ci, etc., etc. Et ainsi de suite. Donc on a des sens de transfert en fonction de l'orientation de l'origine de transfert et de son site dans le génome de Escherichia coli. Donc c'est vraiment un outil qui a été extrêmement important et qui reste important en biologie. Il est valable uniquement entre bactéries d'une même espèce. On le retrouve principalement dans les bactéries Gram-. Et il est impliqué dans la résistance aux antibiotiques. C'est pour ça qu'il reste quelque chose d'important. Ça, c'est une chose importante. Et puis, un deuxième point annexe à cette conjugaison, et qui explique un peu le début des expériences qu'avaient observé les auteurs, c'est que cet épisome, il peut aussi être autonome. Dans ce cas-là, il peut être transmis, mais il ne transmettra pas de gène chromosomique. À une exception près, c'est si quand il s'excise, parce qu'il peut s'insérer dans le génome, il peut aussi s'exciser du génome. Quand il s'excise, si l'excision est imparfaite parce qu'il y a une séquence qui ressemble aux séquences inversées et que la transposase fait une erreur en faisant l'excision, s'il s'excise en arrachant un fragment de chromosome bactérien, alors on a ce qu'on appelle un épisome F', et lui peut être transféré et transférer le gène qui est associé. Donc ici, c'est LAC-Z, par exemple. Donc ce facteur F, il emporte les gènes
il peut emporter accidentellement les gènes situés à sa proximité. Et on appelle ça la sexduction ou la F-duction. C'est le nom de ces trucs-là. Alors, il y avait des questions sur la conjugaison, je vais y revenir, et puis je passerai au dernier point que je voulais vous mentionner, de manière à ce qu'on ait un peu de temps pour les questions. Alors, le pilus ne contient pas la séquence d'ADN. Ah non, ça n'a rien à voir, ok. Je reviens en arrière. Ah oui, excusez-moi, Mohamed, j'avais pas vu votre message, mais de toute façon, je ne sais pas si vous êtes reconnecté, mais là, je peux vous répondre, mais ça ne sert à rien. Maëlle avait donné le bon conseil. Se déconnecter, se reconnecter, c'est en général ce qui marche le mieux. Donc, Romain demandait, le pilus ne contient pas la séquence d'ADN, donc comment peut-on avoir le crossing over? Alors, le pilus, ça n'a rien à voir. Le pilus, c'est le pont cytoplasmique. Enfin, ça ressemble à un poil quand on regarde la bactérie en microscopie électronique, mais c'est ce qui va permettre de former le pont cytoplasmique entre les cellules. Okay, c'est ce qui va permettre à la cellule HFR de se lier à une cellule F-. En fait, le pilus, à son extrémité, il est capable de détecter des protéines à la surface de la bactérie pour s'y lier. Il va y avoir ensuite la rétraction de ce pilus qui va rapprocher les deux cellules de manière à créer le pore. Okay, donc le pilus, il ne contient pas d'ADN. Okay, l'ADN, il est en rouge, ou en bleu pour le chromosomique, mais l'épisome, il est en rouge, qui soit autonome et qui soit inséré dans le génome. J'espère que c'est plus clair, Romain. Pourquoi on les appelle haute fréquence de recombinaison que lorsque le facteur est intégré au chromosome? Parce qu'il n'y a que dans ce cas-là où on va avoir une haute fréquence de recombinaison, où la fréquence peut monter à 10-4. Alors que quand le facteur F, il est autonome, la fréquence, elle tombe à du 10-7 plutôt. Okay. Donc c'est beaucoup moins fréquent. C'était pour la question de Seydou. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions là-dessus? Moi, monsieur, j'ai une question qui n'a pas de rapport avec le cours. C'est général. C'est en fait, dans le groupe de notre classe, on se demande si c'est le dernier cours du semestre ou juste le dernier cours avec vous. C'est le dernier cours de 406. D'accord. Ok. Merci. Je vous en prie. Ok. Donc, c'est pour ça que je vais me dépêcher là-dessus, parce qu'après, je vous aurais pu. Dernier mode de transfert horizontal, la transduction. Donc, on a vu, le premier mécanisme, c'était un mode de transfert de fragments d'ADN nus. Okay. Après, on a vu la conjugaison. La conjugaison, c'est un plasmide, un épisome, un plasmide un peu particulier, mais c'est un plasmide. Un plasmide un peu particulier parce qu'il peut s'insérer dans le génome. Okay, donc, il y a des fragments dans ce qu'on appelle un transposon dedans. Et puis, le dernier mode, c'est la transduction, où on a encore un mode un peu différent, qui a été découvert chez Salmonella, par le même type d'expérience. Donc, vous voyez, ils avaient une souche A qui était faite. Alors, il devrait y avoir des crochets, mais mon collègue ne les avait pas mis. Donc, je n'ai pas eu le temps de faire vraiment quelque chose de très rigoureux au niveau support. Je suis désolé. Phénylalanine moins, tryptophane moins, tyrosine moins pour la souche A, meth moins, histidine moins pour la souche B. Et en mettant ces deux souches séparées dans un même milieu, mais séparées par une membrane qui filtre et qui ne laisse pas passer les bactéries, qui a des ports suffisamment fins pour que les bactéries ne passent pas, ils obtiennent néanmoins des bactéries, des salmonelles, qui sont plus, trip plus, tir plus, meth plus, histidine plus. Okay. Donc là aussi, ça semble assez peu probable parce qu'ils les observent avec une fréquence relativement élevée. Alors, ils vont faire une expérience, c'est donc Zinder et Lederberg, toujours le même Joshua Lederberg. Il va prendre un filtrat de culture, il va soit le chauffer, soit ne pas le chauffer, et le mettre en présence des bactéries qui ne sont pas capables de croître normalement, qui sont auxotrophes, donc qui ne sont pas capables de croître sur le milieu. Donc, on peut prendre le filtrat des bactéries A et mettre ça sur les bactéries B, par exemple. Et il voit que quand il chauffe, aucune colonie ne se forme.
Par contre, quand il ne chauffe pas le milieu, eh bien, il y a la formation de colonies, ce qui montre bien le résultat qu'on avait juste avant. Mais ce résultat, il est sensible à la chaleur. Alors, comment expliquer ça? Eh bien, en fait, on va le découvrir un peu plus tard avec la découverte des phages. C'est ça qui va conduire à la découverte des phages, d'ailleurs. Notamment ici, on voit le phage P1, qui est capable de se fixer sur une cellule d'Escherichia coli, une Escherichia coli. Et ils vont montrer comme ça la transduction. Alors, il y a deux types de transduction, je vais vous en parler. La transduction dite généralisée par les phages lytiques. Un phage lytique, c'est quoi? C'est un phage qui va infecter donc un bactériophage ou un phage, je vous rappelle, c'est un virus qui infecte une bactérie. Donc, le phage, il va infecter une bactérie. La bactérie va produire son ADN, ses protéines. Il va y avoir construction des capsides à l'intérieur. Et l'encapsidation de l'ADN du phage va potentiellement s'accompagner de temps en temps d'encapsidation de fragments de l'ADN de la bactérie. Et quand le virus est en grand nombre, il va y avoir lyse de la cellule et libération des phages qui vont pouvoir aller infecter les cellules environnantes. Okay, donc ce qu'on appelle un phage lytique, parce qu'il lyse les cellules, il les fait exploser. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est ce que vous avez ici en vert, c'est que parfois on a des fragments de l'ADN de la bactérie qui a été infectée qui se retrouvent dans la capside du phage. Donc vous commencez tout de suite à voir un peu ce qui peut se passer. Donc ce phage qui contient ce fragment-là, il va pouvoir infecter d'autres bactéries et transmettre donc, des fragments d'ADN de la cellule qui avait été infectée initialement, qui avait produit ce phage. Et par crossing over sur des sites homologues, on va pouvoir avoir la modification de certains allèles. Okay, donc vous voyez un peu le mécanisme. Ça, c'est ce qu'on appelle la transduction généralisée avec les phages lytiques. Okay, que vous retrouvez ici, redessiné avec peut-être des choses un petit peu plus propres. Voilà. Avec deux allèles, ici l'allèle A+, là l'allèle B+. Donc là, il y a un phage qui a récupéré A+, un autre qui a récupéré B+, etc. Et cette cellule qui est mutée dans le gène A, eh ben, elle va récupérer un allèle A+, par crossing over, par recombinaison au site homologue, ce qui va permettre comme ça d'obtenir une bactérie receveuse qui va être dite transduite. Alors donc on a ces phages qui sont dits lytiques, et par opposition, on a les phages qui sont dits tempérés. Eux, ils sont capables aussi de faire de la lyse, mais ils sont aussi capables de faire ce qu'on appelle de la lysogénie. En gros, ils sont capables d'insérer leur génome, comme l'épisome est capable de s'insérer dans le génome, mais là, c'est le virus qui insère son génome dans le génome de la bactérie. On appelle ça un prophage, ce génome intégré dans le génome bactérien. Et on peut avoir une phase d'induction qui va induire la production de phages et la lyse. Okay, donc en gros, si vous rajoutez tout ce qui est ici, je vais le dessiner. Hop. Hop. Si vous regardez ce qui est spécifique des phages tempérés, c'est ce qui est ici. Okay, ça ne se retrouve pas dans les phages lytiques. Donc ça, vous pouvez noter vos notes sur avec les numéros des diapos, toujours. Il y a toujours les numéros de diapos qui sont présents. Okay. Donc la lysogénie, elle se fait un peu comme avec l'épisome. Vous avez des sites d'attachement qui sont capables de reconnaître certains sites dans le chromosome bactérien. Et donc là, c'est le phage lambda, par exemple, et de permettre comme ça une intégration du prophage dans le génome bactérien. Alors, je vous ai fait 2 catégories. Dans la vraie vie, il y en a 4. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que, enfin, dans la vraie vie. Dans la vraie nomenclature, il y en a 4, mais je garde les choses en plus simple. Quelle est la différence au niveau de la transduction? Donc, au niveau de la transduction, la différence, c'est qu'il va y avoir ce prophage, okay, qui reste là.
Donc, en gros, intégration de l'ADN du phage dans le chromosome bactérien, il n'y a pas de lise. Et il y a division bactérienne, synthèse de l'ADN, des protéines du phage, et parfois un fragment de l'ADN chromosomique bactérien qui peut être copié en même temps quand il y a synthèse de l'ADN du phage. On a, au bout d'un moment, l'activation de la lyse bactérienne et libération des phages. Et ça aboutit... Ah, marrant, je crois que j'ai oublié de mettre... Ah non, et c'est tout. Non, il me manque un truc. Il y a un truc que je voulais vous mettre mais, et que j'ai dû zapper. Et derrière, évidemment, ce phage, quand il va aller infecter d'autres cellules, eh ben, il va recommencer un cycle, mais ça veut dire que quand il va y avoir l'isogénie, ben, le phage qui a emporté un fragment du chromosome bactérien dans lequel il était initialement inséré, qui a emporté, il ne l'a pas emporté, en l'occurrence, il l'a copié, et ben, quand il va s'insérer dans le génome d'une autre bactérie, et ben, il va apporter une copie de ce bout de génome d'origine. Et ça va permettre une évolution a priori importante dans des prokaryotes, puisqu'on va avoir des duplications avec des gènes qui vont se mettre, qui vont avoir moins de pression de sélection, qui vont pouvoir évoluer. Donc cette transduction, ça concerne 1 à 2% du génome. Donc vous voyez que ce n'est pas au niveau de la conjugaison où on peut transférer tout le génome de la bactérie donneuse. Ça marche que... qu'est-ce que j'ai mis? 1 à 2% du génome de la bactérie donneuse est intégré au maximum au chromosome de la cellule réceptrice. Voilà. Donc c'est relativement faible. Et la fréquence est aux alentours aussi de 10-6. Et si le génome du bactériophage apporte lui-même une nouvelle activité, sans avoir été chopé, voler ça dans un génome bactérien, on peut aussi parler de conversion lysogénique. Donc c'est une autre chose en parallèle de la transduction, mais qui est illustrée par l'utilisation des phages. C'est notamment le cas pour la scarlatine, où le phage apporte la capacité de sécréter une toxine qui va provoquer la pathologie, ou c'est le cas aussi avec la toxine diphtérique contre laquelle normalement tout le monde est vacciné. Ça fait partie des vaccins obligatoires. Okay, donc pour redire ici les choses telles quelles, le bactériophage il peut aussi apporter une nouvelle activité qu'il n'a pas récupérée dans une bactérie. On parle dans ce cas-là de conversion lysogénique, parce que quand ce phage va s'intégrer sous forme de prophage dans le chromosome bactérien, il va permettre la production de cette toxine. Okay. Dernière chose que je vais mentionner très rapidement, c'est l'opéron lactose. Et je vais vous garder quand même, et je vais avoir du mal à répondre aux questions parce qu'on ne va pas avoir beaucoup le temps, mais je vais le faire très vite. Cet opéron lactose, il met en jeu la fabrication de bêta-galactosidase. Cette bêta-galactosidase, elle est produite quand on met du lactose. Et son contrôle, il est fait par un système d'opérons avec LAC-I qui produit un répresseur, I pour inhibiteur, qui va se fixer sur des séquences régulatrices qui vont réguler les gènes LAC-Z, LAC-Y et LAC-A qui sont importantes dans la consommation et l'import de bêta-galactosides. Et c'est tout ce que je voulais vous mettre. Vous avez la diapo et vous aurez probablement un TD là-dessus. Alors, je prends les questions très rapidement. S'il y en a. Oui, j'ai une question. Du coup, dans les 63 questions que vous avez mis, ouais. La question 50, les dernières questions, 52, 53, enfin avec le tableau. Ouais. En fait, je ne comprends pas comment on peut savoir. En fait, ils parlent de A et B, croisement F1, F1, mais du coup, on ne sait pas lesquels. Enfin, ils ne disent pas si le muté, c'est la femelle ou si c'est le mâle. Ouais. Du coup, je ne comprends pas comment on peut savoir que la première, que du coup, par exemple, les gamètes produits par la femelle ne sont pas équiprobables ou ce genre de choses. Je ne comprends pas trop. D'accord. Alors là, je ne parlais pas de liaison à l'X, il n'y avait pas de. Je ne mentionnais pas de différence. Je vais vous lire l'énoncé. C'est si les gènes A et B sont deux gènes contrôlant chacun un caractère différent,
Et si A et B sont génétiquement liés, après un croisement entre une drosophile double mutant de génotype A-, B-, A-, B-, et une souche sauvace de génotype A+, B-, A+, B-, on effectue un croisement F1-F1. Que pouvez-vous dire sur le tableau suivant? Et il y avait le tableau. Ouais, c'était pas pour, là je voulais pas prendre en compte la liaison au sexe, effectivement, j'ai pas pensé à ça. Maintenant, normalement je précise quand il y a de la liaison au sexe où je vous donne des arguments où les questions sont tournées vers ça. Donc à partir du moment où je vous faisais pas apparaître de Y dans les génotypes des souches en haut. Non, pas du tout. Et du coup, il y avait des propositions qui étaient les différents types de gamètes produits par la femelle F1 Ouais. ne sont pas équiprobables. Oui, ils ne sont pas équiprobables puisque les gènes sont liés. Donc forcément, les gamètes recombinants sont moins fréquents que les gamètes parentaux. Oui, mais là, on parle des gamètes de la femelle. Et la femelle, il y a les mêmes Enfin, je comprends pas. Alors, pourquoi les gamètes femelles ne sont pas équiprobables parce que les gènes sont liés, ok, génétiquement, et les gamètes mâles ne sont pas équiprobables